Alors, on va voir ensemble l'exacerbation sévère de l'asthme. Comme vous le savez, c'est l'ancien nom, c'était asthme aigu grave. Actuellement, on parle d'exacerbation sévère d'asthme. Alors, l'exacerbation d'asthme, en général, elle représente 5 à 6% des motifs de consultation aux urgences, notamment en cette période automno-hivernale. Elle est définie par la survenue d'accès paroxystiques de dyspnée, la sensation d'oppression thoracique, notamment chez le grand enfant. Bien sûr, vous ne la retrouvez pas chez les plus petits. Tout, la présence de sibilants, volontiers le soir, cédant spontanément ou après traitement. L'exacerbation, elle peut être légère, modérée ou sévère. Alors, la prise en charge de l'exacerbation légère et modérée a été faite par ma collègue Salma. Ce qu'on va voir ensemble, c'est essentiellement la gestion d'une exacerbation sévère la première heure. Et l'objectif principal de cette présentation. Alors, quand est-ce qu'on parle d'exacerbation sévère? La définition, c'est une exacerbation Pardon? Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Sinon, on peut les téléphoner comme on a Donc, ne répondant pas au traitement standard pouvant mettre en jeu le pronostic vital ou qui nécessite une prise en charge urgente. C'est une véritable urgence médicale et le traitement est à débuter, bien sûr, dès la consultation aux urgences, dès le début de traitement TEAC, si vous êtes dans votre cabinet aussi, et si vous êtes contacté par téléphone par la maman, les parents qui ont un enfant asthmatique et qui vous disent « mon enfant, il commence à faire sa crise, je lui ai donné déjà un traitement et ça n'a pas marché », et en vous décrivant l'état clinique de l'enfant, vous continuez à administrer le traitement à domicile le temps qu'ils arrivent aux urgences. Alors, la physiopathe, vous l'avez vu, je ne vais pas me répéter. En plus, je pense que ma collègue Salma en a parlé. L'asthme allergique, bien entendu, est le plus fréquent. Alors, suite à l'introduction d'un allergène au niveau de l'arbre trachéobronchique, il y aura immédiatement un déclenchement des phénomènes inflammatoires. Et en gros, on a deux conséquences. Airway hyperresponsiveness, c'est-à-dire l'hyperréactivité bronchique, qui est responsable de bronchoconstriction, d'œdème, de bouchons muqueux, d'atélectasie, sachant que les atélectasies sont assez rares chez l'enfant. Dès qu'il y a un enfant avec une dyspnée sévère non connue asthmatique, ce n'est pas le premier diagnostic auquel vous allez penser devant une atélectasie à la radiothorax. Vous allez forcément rechercher la notion de quoi? C'est là où je... Corps étranger, syndrome de pénétration. Tout à fait. Mais il n'est pas rare de voir aussi un asthmatique avec une atélectasie. Alors, la deuxième conséquence de l'inflammation, c'est l'obstruction des voies aériennes sévères. Et donc, il y aura une augmentation des résistances à l'écoulement de l'air, c'est-à-dire que l'air entre facilement, mais ne sort pas facilement. Et à la fin, on va avoir une hyperinflation, un thorax distendu, et donc hyperinflammation. C'est pour ça que vous avez la distension thoracique. Il y a forcément une altération du rapport ventilation sur perfusion et une augmentation de l'espacement, c'est-à-dire des territoires qui sont ventilés, mais qui ne participent pas à la perfusion, qui ne sont pas perfusés. Et ces deux conséquences physiopathologiques majeures vont être responsables des symptômes cliniques classiques que vous voyez. Alors, je tiens dans ce cours aussi à vous parler des conséquences mécaniques de l'exacerbation sévère d'asthme. Donc, sur cette courbe-là, ce que vous voyez, c'est en abscisse le flow, le débit, en ordonnée plutôt, et là, en fonction du temps. Donc, on a l'inspiration
l'expiration. Ça, c'est un cycle respiratoire normal. Il n'y a pas une augmentation des résistances à l'écoulement de l'air. Donc, on inspire, on vide son poumon. Par contre, quand on fait une exacerbation d'asthme, il y a un syndrome obstructif. L'inspiration normale, par contre, l'expiration, elle est plus prolongée et le thorax ne se vide pas totalement. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de trapping, air trapping. Et le air trapping, il est responsable de la présence d'une autopep. C'est une PEP qui est intrinsèque. Alors, vous voyez ici la même courbe, hein, donc inspiration, expiration, et l'expiration ne se termine pas. Il y a un phénomène d'autopep. Par contre, là, il n'y en a pas pour un enfant, une respiration, un cycle respiratoire normal. Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce phénomène d'air trapping? Il y aura une augmentation du volume d'air et décalage, il y le thorax distendu. Et hop, il est distendu. Par contre, là, pour un enfant qui a une respiration normale, le thorax se vide. Bien sûr, quand il y aura la distension thoracique, là, il y a la cage thoracique, il y a les poumons, mais il y a aussi le cœur. Et donc, il y a forcément des conséquences hémodynamiques, des conséquences sur la circulation. Et les humains, ils ne jouent pas tant cliniquement, c'est-à-dire un enfant qui se présente avec une hypotension, il n'y a pas de retentissement clinique. Par contre, l'interaction y est avec un thorax distendu. Qu'est-ce qui se passe au fait? Alors là, je vais vous parler d'un phénomène que vous connaissez certainement, le pouls paradoxal. On a tendance à croire, le pouls paradoxal est quelque chose de pathologique. En fait, le pouls paradoxal est quelque chose de physiologique. On a un pouls paradoxal, mais ce pouls paradoxal, il ne dépasse pas les 10 mm de mercure. Il est pathologique quand il dépasse ces normes-là, 20 mm. Qu'est-ce qui se passe chez tout le monde? Quand on inspire, alors quand il y a une inspiration, il y a une augmentation de retour veineux. Quand il y a une augmentation du retour veineux, c'est-à-dire le 20 cave inférieur ou le 20 cave supérieur, il y aura une augmentation du remplissage du ventricule droit. Et donc, le ventricule droit, il a plus de volume. Tout, il a plus de volume, alors qu'il a un septum interventriculaire commun avec le ventricule gauche. Forcément, lors de l'inspiration, il va pousser sur le septum et donc il va diminuer le calibre de la cavité gauche, ce qui entraîne une diminution, donc vous voyez là, donc une diminution de la capacité de remplissage du ventricule gauche. D'un autre côté, lors de l'inspiration toujours, il y a une expansion pulmonaire. Les poumons sont بالهواء. Alors qu'ils sont بالهواء, ils s'accompagnent. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Alors, lorsque le poumon est distendu, il s'accompagne aussi ce qu'on appelle une expansion de la vasculature pulmonaire, c'est-à-dire les vaisseaux vont se remplir de sang au niveau des poumons. Et donc, il y aura une diminution du sang qui va passer des veines pulmonaires vers l'oreillette gauche et donc de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Donc, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y a plus de sang au niveau du poumon. Là aussi, le septum, le ventricule gauche, donc on réduit la capacité du ventricule gauche. D'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de sang qui arrive au ventricule gauche et donc les domazous, ils ont pour conséquence une diminution du remplissage du ventricule gauche et donc une diminution du volume d'éjection systolique et une diminution de la pulsation, de l'amplitude de la pulsation lors de la systole. Donc, ceci, autrement dit, vous voyez ici une présentation de la pression artérielle sanglante. Et bien, c'est la pression qui est au niveau d'une artère, un capteur, une tête de pression.
et on fait un enregistrement continu en fonction du temps de la pression artérielle. Il y a un monitorage invasif de la pression artérielle. Là, vous avez la systolique, là, vous avez la diastolique. Alors, vous voyez que ça varie en fonction du cycle respiratoire. On a inspiration, expiration, inspiration, expiration. Et hop, cycle. Cette diminution entre la pression artérielle systolique maximale en début d'inspiration, on bat au milieu de l'inspiration, vous voyez qu'il y a une différence. Et dit qu'il y a un coup paradoxal. Et dit qu'il y a alors, le coup paradoxal, il n'est pas pathologique quand il est à 10 mm Hg. Par contre, là, vous avez sur cette diapositive un monitorage d'un asthmatique et vous voyez très bien qu'il y a une différence énorme de 25 à peu près. Donc là, c'est un coup paradoxal qui est pathologique observé chez ce malade-là. C'est un signe de gravité. Maintenant, après avoir vu ensemble les conséquences mécaniques et hémodynamiques d'une exacerbation sévère d'asthme, on passe à l'évaluation. Je pense que vous êtes entraînés à évaluer ces enfants-là. Il faut faire rapidement le diagnostic de la sévérité. Alors, en pratique, on fait le quick look en 30 secondes. On voit l'enfant comment il se comporte. Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est trop calme? Est-ce qu'il est conscient? Parce que s'il n'est pas conscient, c'est-à-dire il est très grave. Comment il respire? Et bien sûr, comment il est coloré, la coloration des lèvres. Azraq, rose, immédiatement, vous allez mettre sous oxygène. Le comportement. Alors, la respiration, on va voir ça de plus près. C'est-à-dire que c'est comme tout enfant qui a une détresse respiratoire sévère. Bien sûr, on doit évaluer la fréquence respiratoire, combien de cycles par minute. Et les enfants sont souvent polypnéiques, notamment les jeunes enfants. Les plus grands peuvent être bradypnéiques. On va estimer le travail respiratoire. Est-ce qu'il a des signes de lutte très marqués? L'intercostal ou sous-costal que vous voyez. Il faut donner de l'importance au battement des ailes du nez chez le grand enfant. Un grand enfant a un battement des ailes du nez. Il faut aussi ausculter, mais bon, généralement, soit on a un wheezing, donc on entend les sibilances à distance, ou là, le fait de ne rien entendre, c'est un signe de gravité, c'est-à-dire silent chest, c'est-à-dire que le very limited airflow, ou bien un pneumothorax. C'est quand même rare le pneumothorax. Mais ce que vous pourrez voir sur une radio, on va le voir tout à l'heure, c'est plutôt de l'emphysème sous-cutané. Parfois un pneumomédiastin, il est bien destiné. C'est des signes de syndrome obstructif sévère. Et la coloration, on en a parlé, la circulation, bien sûr, à partir du moment où l'enfant a une hypotension, il faut commencer par un remplissage vasculaire opérant physiologique 20 ml par kilo. Et parfois, pour les enfants très, très graves, chez qui il n'y a aucune réponse au traitement médical et qui nécessitent une assistance ventilatoire, on les remplit avant de les intuber, parce qu'ils ne s'aggravent pas plus. Les autres signes, vous les connaissez, je ne m'attarde pas là-dessus. Je ne peux pas beaucoup des scores cliniques, je les mets parce qu'il faut les mettre, mais je ne m'attarde pas là-dessus. En général, le quick look est le plus important pour un diagnostic rapide de la sévérité. Pour ceux qui veulent faire les scores, en fait, le PRAM, c'est un score qui est pratique. Quand il est supérieur à 8, ça veut dire qu'on est devant une détresse respiratoire sévère. Alors, ça tient compte de la saturation. C'est grave quand c'est moins de 92%. Le tirage susternal, quand il est présent. La contraction des muscles scalènes, bien sûr. Les murmures vésiculaires et les sibilances. Absentes, murmures vésiculaires minimales ou absents. Alors, quels sont les facteurs de risque de mortalité? Il n'y a pas une grande différence avec ceux de l'adulte, puisqu'il y a des pneumologues avec nous. C'est les asthmes insuffisamment traités ou mal contrôlés,
la polysensibilisation allergique et l'hypoxémie. C'est-à-dire que si l'enfant est hypoxique, ça veut dire que là, il est très grave et il y a un risque supplémentaire. Alors, les examens complémentaires ne doivent jamais retarder la prise en charge thérapeutique. D'ailleurs, moi, je نقول لكم انتم تعرفوا اللي وقت تجيك une exacerbation sévère d'asthme تلقاك عملت التريتمون خديت الفوا دابور وعديت التريتمون تاعك وعملت كل شيء ومن بعد معناتها باش تعمل البيلان ولا الراديو ولا اللي هو معناتها. Alors, si tu fais une gazométrie, même si elle ne nous sert pas pour l'évaluation clinique, c'est la clinique qui prime, hein, même avant d'intuber un enfant. Moi, je ne sais pas si la gazométrie, est-ce que l'enfant il est hypercapnique ou bien il est hypoxique. Non, on va le voir. Cliniquement, les signes d'hypercapnie, il est en sueur, il est agité, il est hypertendu. Alors qu'il est hypoxique, il est كيف يبدا ازرق تبدا الساتوراسيون تاعو طايحه مش نستناو في الغاز. Alors si on fait une gazométrie, on est censé trouver quoi حسب رايكم pour un malade qui est en difficulté respiratoire et qui a un syndrome obstructif. شنو نلقاو؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un? Normalement, hypoxémie, hypocapnie. Normalement, voilà. Et donc, quel normocapnie, pardon, c'est un signe de gravité. Hypercapnie. Normocapnie, c'est un signe de gravité. Alors, pourquoi on a une hypoxémie? Parce qu'on a, une altération du rapport ventilation sur perfusion. On a une augmentation de l'espace mort. D'accord. Alors, aider à hypoxémie, hypocapnie hypocapnique parce qu'il va compenser ça, il va augmenter sa ventilation minute en augmentant sa fréquence respiratoire, mais par la suite, il va se fatiguer. Une fatigue musculaire, et là, il devient normocapnique, ça veut dire qu'il est grave. Si on est au stade de l'hypercapnie, c'est encore plus grave. On peut aussi observer une acidose lactique. Le pH il est un peu bas, alors que la capnie est normale. Ça peut être expliqué soit par la déshydratation, soit par le travail musculaire excessif. Alors, ce que vous voyez ici, c'est quoi? شنو هذايا؟ emphysème sous-cutané. voilà شفتوا l'emphysème sous-cutané معناتها كانك انت ما نلوشتش عليه معناتها بعد باش تبدا ديسور باش تشوفوا في الراديو ماذا بيك تبدا في بالك بيه وكي يجي في الراديو تزيد تنبهر بيه اما مش تفيق بيه في الراديو ça veut dire que tu n'as pas bien examiné ton malade. Donc effectivement là il a de l'emphysème cutané un peu partout, hein. On le voit très bien. Alors, sur la radio, on ne voyait pas hein, ni de pneumothorax, ni de pneumomédiastin. Et donc, les complications possibles que vous pouvez voir. Quand ils sont très hypoxiques, il peut être inconscient et on est dans l'encéphalopathie anoxique. Forcément, on fait le bilan, il y a un ionogramme sanguin à la recherche particulièrement de l'hyponatrémie en rapport avec SIADH. Donc, je vous fais le traitement. En général, pour les crises d'asthme, on leur donne au moins leurs besoins, 1,5 litres par mètre carré et par jour. On peut aller jusqu'à 2 litres par mètre carré et par jour. Mais il faut faire attention. Il est qu'il y a une hyponatrémie, l'examen clinique, il a des signes de déshydratation. Il est déshydraté, donc tu vas mettre tes apports normaux, voire augmenter et contrôler ta natrémie. Par contre, si tu as une natrémie à 115 où l'enfant n'est pas déshydraté, tu es face à une sécrétion inappropriée d'ADH et dans ce cas, il faut restreindre les apports pour ne pas l'aggraver. Alors, on passe à la prise en charge thérapeutique. Les objectifs, c'est corriger l'hypoxémie, c'est dire lever rapidement l'obstruction des voies aériennes et bien sûr prévenir la récidive. En fait, souvent, ces malades graves,
Ces deux objectifs sont à atteindre le plus rapidement possible. Et puis, pour la récidive, ça veut dire au fait que l'enfant doit être pris en charge par la suite par une équipe de pneumopédiatres qui le prennent en hospitalisation pour ajuster un traitement ou bien pour démarrer un traitement, pour éduquer l'enfant, pour éduquer les parents. Alors, quand même, je vais dire un mot sur l'hypoxémie. L'hypoxémie, c'est un signe de gravité. C'est un facteur prédictif de mortalité. Il ne expliqué soit par un shunt intrapulmonaire, une atélectasie, sachant que l'atélectasie n'est aussi fréquente que l'exacerbation d'asthme. Il faut faire attention à ce petit détail que je viens de rajouter. L'hypoxémie peut être aggravée par les bêta-2. Vous avez vu peut-être dans votre expérience professionnelle certains malades, peut-être les nébulisations de bêta-2, bétanil, l'enfant, au fait, il est en train de devenir hypoxique. Tu contrôles la saturation, ou la 90, 89, 88. Il faut toujours y penser. Bien sûr, tu as un problème technique sur ta manière d'oxygéner cet enfant, mais aussi, il faut faire attention au fait que les bêta-2 peuvent aggraver une hypoxémie. Alors, comment? Normalement, vous avez ici des alvéoles normalement ventilées, normalement perfusées. Le sang désoxygéné, il va être normalement oxygéné et hop, le retour veineux pulmonaire. Alors, quand on est face à une exacerbation d'asthme, on a des territoires qui sont, à cause de l'hypoxie, il y a une vasoconstriction réflexe vasculaire. En quelque sorte, elle va protéger les alvéoles non ventilées. Mais les alvéoles, le sang va passer dans les capillaires qui entourent plutôt les alvéoles ventilées et il sera oxygéné. Quand vous donnez des bêta-2, alors que vous avez des territoires qui sont non ventilés, les bêta-2 vont vasodilater les vaisseaux hémomains. Ils vont lever la vasoconstriction qui a été causée par l'hypoxémie initiale, par l'hypoxie initiale, vasoconstriction réflexe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez du sang non oxygéné qui va passer par les alvéoles non ventilées et par les alvéoles ventilées. Et il ne sera pas oxygéné. Donc, au fait, il ne sera pas oxygéné. Vous aurez à la fin un mélange de sang oxygéné avec du sang désoxygéné. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer parfois ce phénomène-là, dans l'aggravation de l'hypoxémie par les bêta-2. Vous avez bien vu ici, je prends la vasoconstriction que vous voyez ici. La vasoconstriction hypoxique évite de faire passer du sang dans un territoire non ventilé, en quelque sorte pour réduire l'espace mort. L'espace mort, ce sont des territoires ventilés, mais non perfusés. Alors, vous êtes toujours là? Normalement, c'est bon, Dr. Bourgi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je lève le pied un peu sur les bêta-2. J'ai prescrit 7 ou 8 nébulisation de bêta-2. Je veux éviter de mettre autre chose, de l'intuber. J'arrête de faire les bêta-2, je sous oxygène et j'attends que l'enfant s'améliore. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, on passe la diapositive suivante sur l'hypoxémie. C'est le traitement de l'hypoxie va se faire par l'oxygénothérapie. Alors, il y a plusieurs manières de faire de l'oxygénothérapie. Ça m'a l'oxygène de sonde nasale, ça m'a l'oxygène de lunette nasale.
Ce qui est recommandé, fait l'urgence ou le cabinet, pour ces malades graves, c'est de mettre un masque haute concentration. Parce qu'avec ce masque haute concentration, tu peux atteindre une FiO2 très élevée au-delà de 80%. Par contre, avec les autres dispositifs d'oxygénothérapie, tu ne peux pas mettre plus de 4 litres par minute sur une sonde nasale ou une canule nasale d'oxygène simple. D'accord? On va en parler tout à l'heure. Là, je parle dans la situation où vous êtes dans l'urgence. معناتها في salle d'urgence ولا في الكابينة نتاعك et ben حط une oxygénothérapie idéalement par masque à haute concentration. Si l'hypoxémie est réfractaire, donc il faut penser à une complication, le pneumothorax, pneumonie associée, une vasodilatation par les bêta-2 mimétiques. Donc, nous, sur les bêta-2, sous oxygène. Entre-temps, bien sûr, très rapidement, tu dois démarrer tes bêta-2 sélectifs à action courte. Phytonos, il y a le bétanil. Elle est moins efficace car moins bêta-2 sélective que le salbutamol. Mais il y a des changements. Alors, action immédiate sur la bronchoconstriction. C'est la pierre angulaire du traitement. Bien sûr, cette manière d'administrer les bêta-2, c'est-à-dire la chambre d'inhalation avec aérosol 2 heures, n'est pas indiquée dans les formes graves. Mais les parents, bien sûr, il faut qu'ils démarrent le traitement. Mais une fois que tu as l'enfant en face, ce n'est pas comme ça que tu vas administrer tes bêta-2. Il faut plutôt mettre des nébulisations continues ou intermittentes. Alors, nébulisation intermittente, هي la plus répandue. واللي نعمل فيها الناس الكل راهم. حتى كي نقولوا رانا عملنا nébulisation continue, vous allez voir que ماهوش صحيح. اللي احنا قاعدين نعمل في الانترميتونت العباد الكل. Alors, la dose, c'est terbutaline, le bétanil, 0,1 à 0,2 mg par kilo toutes les 20 minutes, parce qu'une nébulisation, ça prend 15 à 20 minutes, tout simplement. L'ampoule fait à 2 ml égale 5 mg, donc 0,1 ml égale 0,25 mg. Aksar chouïa, ma dose recommandée. En pratique, on va donner 0,1 ml par kilo. Hatalin, nous sur la dose adulte, 2 ml. Donc, c'est 0,1 ml kilo. Il pèse 10 kg. On va donner 1 ml de bétanil plus 3 ml de séramphile. Nébulisation, bien sûr, mais ce n'est pas un cours pour des externes. Donc, du coup, vous savez, je m'arrête à nébulisation. Parce que on fait les étages, on a des malades, on a le masque à côté, on a le masque doit être, l'interface doit être bien choisie. Et surtout, c'est choisi d'un grand enfant. Hein. Je vois souvent ce genre d'anomalie. Hein, un masque pour nourrissant. Vous voyez, on fait nébulisation. Il faut déjà le nébuliseur, etc. Il faut faire des nébulisations pour de vrai. Alors, la nébulisation continue. La dose, elle est recommandée pour le salbutamol 0,15 à 0,5 par kilo et par heure. Il n'y a pas de dose vraiment pour la terbutaline. Et au fait, علاش قلت لكم الساعه ماهوش صحيح اللي نعملوا فيه احنا نقولوا هيك حطيتوا سو nébulisation continue. Continue شو معناتها؟ Continue معناتها vous avez votre masque ici, le nébuliseur, le débit-litre d'oxygène et vous avez le médicament qui est préparé et qui est administré au pouce-seringue électrique à un débit continu. Il alimente de façon continue le nébuliseur. هذه شو معناتها continue. Donc, احنا اللي كنحي ونرجع ونصب وكذا تتسمى intermittente. احنا نقولوها راه سي دان ابيو دو لونغاج، اعمل له نيبوليزاسيون كونتينيو، معناتها نحي وحده ركب وحده وفات. هي هذيك intermittente، ما اسمهاش continue. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre type de nébuliseur. اللي هو ماهوش متوفر في تونس، اللي هو vous le voyez ici à gauche. اسمه les nébulisations synchronisées avec la respiration. C'est-à-dire, avec les nébuliseurs classiques que vous connaissez, le médicament est administré tout au long du cycle. Il inspire le médicament, il expire le médicament vertichage, donc on a à perte. Par contre, ici,
synchronisé à la respiration, c'est-à-dire, il inspire, le médicament est administré, il l'inhale, il expire, l'administration du médicament. D'accord? Et donc, les recommandations, la voie sous-cutanée. Alors, je n'ai pas parlé des choses qui n'existent pas en Tunisie. Donc, elle n'est pas disponible en Tunis, la voie sous-cutanée. Donc, des nébulisations, l'oxygénothérapie, ou deux autres traitements. La première heure de prise en charge. Il faut aussi faire attention aux effets secondaires des bêta-2 mimétiques parce qu'il va les recevoir pratiquement en continu, on va dire. Et comment on va éviter ces effets indésirables? Donc, l'hypokaliémie. Quand je dis hypokaliémie, il ne faut pas attendre que l'hypokaliémie apparaisse sur l'ionogramme sanguin. Tu as une exacerbation sévère d'asthme, il va recevoir des bêta-2 en continu et donc tu préviens l'hypokaliémie. C'est-à-dire, la solution de maintenance, le G5 ou le sérum Phi, au lieu de mettre une ampoule par 500 ml, tu mets dès le départ, vous mettez dès le départ 2 ampoules par 500 ml. On va faire un contrôle de l'ionogramme sanguin 2 fois par jour. Chez les asthmatiques gras, on met un cathéter artériel pour les prélèvements et on les prélève au moins 2 fois par jour. La deuxième conséquence, il y a l'hyperglycémie. Je m'arrête l'hyperglycémie. Qui chauffe au bit de traitement, le GAD avant de décider qu'est-ce que je vais instaurer comme solution de maintenance. Qui le dextro GAD, et je trouve qu'il est à 2,5 grammes, très basse à nébulisation de bêta-2, l'étage ou l'urgence. Je ne vais pas mettre du G5 comme solution de maintenance. Je vais mettre du sérum Phi comme solution de maintenance en attendant que sa glycémie baisse. Et je vais surveiller le GAD. N'oubliez pas qu'il va recevoir des corticoïdes aussi. Donc, il fait la glycémie. Voilà, donc essentiellement, j'aurai un iono, une surveillance du GAD et au moindre doute, une glycémie au laboratoire. La tachycardie, elle est classique. Il ne faut pas avoir peur. C'est normal qu'ils ont 180, 190 de battements cardiaques. D'accord? Il faudra bien sûr surveiller la circulation périphérique, l'amplitude du pouls et l'hypotension artérielle, la tension artérielle. Voilà. Et le moment essentiellement à surveiller. Alors, le deuxième traitement qu'il faudra administrer le plus rapidement possible, la nébulisation, le traitement corticoïde. Il faut qu'il soit administré le plus rapidement possible l'exacerbation sévère d'asthme. Moi, je vais voir après si nébulisation, est-ce que je vais donner des corticoïdes? Non, 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 non. Il faut donner des corticoïdes. Il est grave, il est sévère. Donnez-lui ces corticoïdes dès le début. Alors, utilisation précoce, ça diminue le nombre d'hospitalisations et ça diminue la durée de séjour. Les corticoïdes ont une action anti-inflammatoire majeure et ils améliorent la fonction pulmonaire. La voie systémique, bien sûr, aux urgences, c'est la voie IV ou la voie Péros. Ça va dépendre de qui? Ça va dépendre de l'état de l'enfant. Tu ne pourras pas lui donner par voie orale. Quand ça va chez des drôles et qu'il peut les prendre par voie orale, eh ben, il peut les prendre. C'est la même efficacité. En général, les malades qui ont une exacerbation sévère ne sont pas en état de prendre un traitement par voie orale. Donc, on leur prend une voie d'abord et on administre le plus rapidement possible le premier bolus ou la première dose de 2 mg kg de méthylprednisolone. تبدا بها. علاش انت تبدا بها على بكري؟ خاطر هي déjà début d'action تحب لها وقت. Il faut معناتها 1 heure ou 3 heures
دونك لازمها وقت اعطيها انت على بكري ديجا اسبق باش هي ما تخلط تعمل حاجه معناتها احنا tous ces traitements qu'on met rapidement et j'insiste là-dessus même si vous les connaissez نحبكم ما تنساوش la notion de la première heure de prise en charge اعطيه الدواء تاعي الكل parce que tout le monde veut éviter que cet enfant atterrisse en réanimation pas uniquement pour les places hein, c'est aussi parce que c'est des malades une fois ils sont intubés sont très difficiles à ventiler et les conséquences peuvent être dramatiques. Voilà. Alors, le troisième traitement, ce sont les anticholinergiques inhalés, donnés en association avec les bêta-2, bromure d'ipratropium. Vous savez très bien que l'acétylcholine, il va entraîner la contraction musculaire et la sécrétion de mucus. Donc, un anticholinergique. Donc, Nati qui fait comment on le donne. Je sais qu'il y a 36 000 formules. Lors de la première nébulisation, les recommandations chez Kolo, les recommandations, il Kolo une dose fois 3. C'est-à-dire, voilà, dose chenien. Les experts suggèrent d'administrer une dose de 0,5 mg toutes les 8 heures chez les patients adultes et pédiatriques. Sachant que les recommandations de réanimation adulte et pédiatrique, les GINA et les recommandations que vous retrouvez avec les pneumologues. Donc, on prend plus en compte les recommandations des réanimateurs pour les formes graves. Donc, ils recommandent 0,5 mg x 3 et pour les enfants de plus de 6 ans, pour les enfants de moins de 6 ans, 0,25 mg x 3. Je les arrête maintenant. En général, on les donne le premier jour. Alors maintenant, le quatrième traitement. Alors, le quatrième traitement, c'est كيف نحبوا يتعدى في الساعة الأولى. Donc, عندك les nébulisations. احنا قداش عندنا ساعة فيها 20 minutes nébulisation. معناتها الساعة الأولى خذا les 3 nébulisations de bricanine, خذا 2 mg kg de méthylprédnisolone. والحالة نتاعو باش ياخذ زاده sulfate de magnésium. Alors le sulfate de magnésium ما يلزمكمش تخافوا منه. يتعطى d'ailleurs في les étages. On a mis un peu de temps pour l'instaurer aux étages, mais maintenant tout le monde le donne et on ne reçoit pratiquement plus d'exacerbation sévère d'asthme en réanimation. في العام ولاو يجونا زوج ثلاثة مش 10. معناتها grâce au sulfate de magnésium اللي هو on peut même donner une autre dose après. Alors, d'emblée dans les formes graves. D'emblée, معناتها لا بيع لا شراء. Et j'espère avoir été clair. لا تبيع لا تشري. مش نعطيه كورتيكويد ou bêta 2 ونشوف. ليه ما تشوفش؟ Grave, ماهو grave. Tu as la clinique. Tu as fait le diagnostic de gravité. تبدا الأمور واضحة بالنسبة ليك. Tu vas donner l'oxygène, les bêta 2, les corticoïdes et le sulfate de magnésium. Et tu prescris et tu prépares tes médicaments. Alors, comment ça se donne? C'est entre 25 et 75 mg par kilo sur 20 minutes, voilà, sur 30 minutes aussi, avec un maximum de 2 grammes. En général, on donne 50. On me coule entre 25 et 75. Donc, nous, on donne 50 mg kilo. Les mécanismes d'action du sulfate de magnésium, d'ailleurs, ça m'a des publications à la sulfate de magnésium administrée par voie nébulisée. Et il y a de bons résultats. Donc, c'est un bronchodilatateur et c'est un anti-inflammatoire. Donc, les deux actions, les HTBIM, chez l'enfant asthmatique. Alors, on peut le répéter 4 heures plus tard, si on veut. Il faut surveiller la magnésémie, mais vraiment, si on abuse, hein, on n'est pas en train de faire une magnésémie chez tous les enfants qui reçoivent du sulfate de magnésium. Les effets secondaires, je vous dis, un demi-mois. On n'en a jamais vu. Là, comment je vous dis? Pardon? Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, on peut. Oui. Donc, les effets secondaires, انساوها مريتها اللي مكتوبة بإذن نكتبها لكم أنا أما انساوها الحكاية هذيا. Donc, ما تخافوش منه sulfate de magnésium. Vous lisez la notice, comment il faut la diluer, مكتوبة. Normalement, la dilution finale
1 millilitre égale 20 mg. Donc, vous avez des ampoules, l'ampoule à déchirer, 1 millilitre, ça correspond à combien? Et tu fais ta dilution pour avoir 50 mg par kilo à administrer sur 20 minutes. فهمنا في traitement de première intention اللي يلزمو يكون une réussite. إذا كان on n'a pas réussi à stabiliser l'enfant malgré qu'on a bien fait les choses, honnêtement, on a tendance à rester dans la première étape. C'est-à-dire, قداش من مرة يعيطوا لنا نمشيو نشوفوا l'enfant, on fait la même chose de nouveau. Une autre série de nébulisation et نستناو شوية ونعاودوا un autre bolus de sulfate de magnésium. Si jamais ça ne marche pas, eh ben, on est obligé de passer au traitement de deuxième intention. Alors, le traitement de deuxième intention, ça m'a les bêta-2 mimétiques par voie intraveineuse. Vous avez les recommandations en Menhonia. Alors, ce qui existe, c'est le salbutamol en IV. On peut donner une dose de charge de 5 gamma kilo en 20 minutes, puis on va mettre les doses en continu. Il y a ce qu'on appelle la dose de croisière. En général, نبداو 2 gamma par kilo et par minute. Mais là où l'enfant va présenter les effets indésirables des bêta-2. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de baisser à 1,2 gamma par kilo et par minute, 1 gamma kilo minute, parce qu'ils vont être en hyperglycémie, tachycarde, etc. C'est pour ça que c'est très important d'agir et rapidement la première heure. Si vous avez mis les bêta-2 par voie intraveineuse, une surveillance stricte, hein, ECG, ionogramme sanguin, glycémie et troponine, parce que marqué comme Charlie, pardon, mais il y a un risque quand même des bêta-2. Alors oui, nous, bêta-2, courte durée d'action, mode d'administration, là où il y a la plaque d'effet indésirable. Voilà. Donc, grave, allongement du QT, arythmie, ischémie, énormément, je me personnellement, et je ne suis pas toute jeune. Donc, il y a un trajet qui est vraiment qui se répète tout le temps pour que le message soit retenu et à vie. Alors, donc, pas de bien, l'hélium oxygène, il fait partie aussi des traitements indiqués selon les recommandations en deuxième intention, sauf qu'on ne l'utilise pas en pratique. Donc, c'est un gaz inerte de densité très faible. Ça permet de convertir un flux turbulent en un flux laminaire. Il a des effets bénéfiques, meilleure disponibilité des bêta-2, parce qu'on va administrer les bêta-2 avec l'hélium. Meilleure épuration du CO2, amélioration du score de gravité. Les indications, bien sûr, dans les formes graves déjà sous bêta-2 IV, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Le traitement de troisième intention, il y a quoi? Il y a la théophiline IV, qui a des effets indésirables, donc non recommandés. Il y a la kétamine. On l'a utilisé de temps en temps dans le service. Hein. Vous savez, que c'est un anesthésique, la kétamine. On l'utilise pour endormir les enfants. Donc, essentiellement, on l'utilise dans l'induction, avant l'intubation, et dans l'induction de l'enfant en état de choc. Donc, un de ces indications, c'est l'effet bronchodilatateur. Donc, si on va intuber un enfant qui a une exacerbation sévère, déjà, je vais pour l'induction. وهي مقطوعة على فكرة في تونس توا ما فماش مونك في البلاد كاملة أما كانت موجودة il y a un mois موجودة الكيتامين. Parfois il y a des enfants on les met sous kétamine en continu pour leur effet bronchodilatateur chez les enfants qui sont intubés ventilés. À côté du traitement dont je viens de parler, il y a les autres traitements qu'il ne faut pas oublier. N'oubliez pas de mettre les antipyrétiques hein, s'il a de la fièvre. Déjà, tachycarde, avec les bêta-2, au cas où il a 39 de fièvre, donc des antipyrétiques en cas de fièvre. L'hydratation, les antibiotiques uniquement s'il y a une pneumopathie bactérienne. Je pneumopathie bactérienne, fièvre,
un infiltrat alvéolaire qui est nouveau ou persistant sur la radiothorax avec, vous savez très bien, au bilan biologique, une CRP élevée, etc. Sans oublier qu'il y a aussi des pneumopathies virales qui accompagnent souvent et qui sont à l'origine de la décompensation des asthmatiques. Le support ventilatoire. On attend. Alors, concernant l'assistance respiratoire, il y a différents types de supports ventilatoires. Ce que vous voyez ici, il faut ce sont des supports ventilatoires non invasifs. L'enfant n'est pas intubé. C'est la ventilation invasive, selon indication. Un enfant qui vient aux urgences pour un arrêt cardiaque, à l'extrême, un arrêt cardiaque suite à une exacerbation sévère d'asthme, moi je peux pas faire un FIVI, bien sûr, il va être intubé cet enfant. On utilise vraiment l'oxygénothérapie au débit. Il y a certainement plus que ça. Il y a une présentation, il y a certainement plus de publications sur l'oxygénothérapie à haut débit chez l'enfant asthmatique. Honnêtement, ça a résolu les problèmes de beaucoup de monde. C'est une technique qui est anodine, qui est facile à mettre en place, qui est très confortable pour le patient. C'est le haut débit. On fait du haut débit dans notre service depuis 2010, chez le nourrisson et chez le grand enfant. Et on a assisté à la naissance de toutes les générations des canules pédiatriques chez le nourrisson, le nouveau-né, le nourrisson et l'enfant. Le débit à la mode à cause du Covid, le débit, c'est une technique ultra intéressante. Les pédiatres ont une avance, avec tous mes respects aussi pour les médecins d'adultes qui sont avec nous, une avance les médecins d'adultes par rapport à l'oxygénothérapie au débit. Parce que, je rappelle, pour l'histoire, que ce sont les néonatologistes qui ont fait la promotion de cette technique, qui a évité l'intubation des nouveau-nés prématurés. Il y a eu de très larges séries publiées, en 2009, où les études ultra intéressantes. Les pédiatres énormément pour le bronchiolite, pour les épidémies de bronchiolite, ça nous a évité d'intuber au moins 70% des malades graves. Donc, on a une avance dans ces techniques sur les médecins d'adultes et donc les pédiatres et elle a résolu énormément de problèmes aussi pour l'enfant asthmatique. Alors, les études, bien sûr, ils parlent de l'efficacité de ces techniques et notamment dans la réduction de la gravité de la détresse respiratoire en moins de 2 heures après la mise en place de l'eau débit. Concernant, si jamais ça ne marche pas, au débit, il y a une technique ventilatoire qui a ses limites. Il est معروفة. معناتها l'oxygénothérapie, l'enfant continue à s'aggraver, ne s'améliore pas et il nécessite d'avoir un support plus important. À ce moment-là, toujours considérer les autres supports de la VNI. On va utiliser la VSPEP, donc on va mettre en place une PEP extrinsèque ou bien une ventilation nasale à 2 niveaux de pression. PEP plus aide inspiratoire. Il y a des dispositifs qui ne font que ça, que la VNI, et tu peux fixer ta PEP et tu peux fixer ton aide inspiratoire. Alors, d'habitude, pour les pédiatres, il y a les pneumologues. Par contre, il y a les pédiatres. Il y a l'intérêt de la PEP extrinsèque chez les malades obstructifs et les malades asthmatiques. Les pédiatres ont la culture suivante. La PEP, elle est intéressante parce que les poumons s'accrinent. Les PEP chez les nouveau-nés qui ont une MMH, qui ont les nourrissons qui ont des atelectasies. Donc, la PEP, elle a tout son intérêt quand les alvéoles sont collabés. Au fait, non, elle a aussi un intérêt
important chez les enfants qui ont un syndrome obstructif sévère. Et ça, les adultes le maîtrisent mieux. Qu'est-ce qu'il y a sur cette diapositive? Alors là, c'est un enregistrement continu de la pression intra-œsophagienne pendant le cycle respiratoire. En fait, ils ont introduit des sondes gastriques au niveau de l'estomac et on met un capteur de pression au milieu de l'œsophage et on va mesurer la variation de la pression intrapleurale, intrathoracique, intra-œsophagienne tout au long du cycle respiratoire. حكيت لكم في أول البريزنتاسيون اللي les malades asthmatiques en état grave ont une PEP intrinsèque. فكروها الحكاية يدخل الهواء وما يخرجش. Et donc, il termine en pression positive. هو هوني à la fin de son expiration. OK? Alors, باش يعمل باش يدخل الهواء في صدره يلزم البريسيون تطيح، يلزم البريسيون تطيح أقل من البريسيون atmosphérique. يلزم يجتهد ليتحصل على الصفر. Et donc, il doit faire un effort inspiratoire important pour atteindre cette pression atmosphérique à zéro. Et c'est à ce moment-là que le thorax va pouvoir se remplir lors de l'inspiration ou l'expiration. Et là, c'est la PEP intrinsèque. Quand j'instaure une PEP intrinsèque, une VSPEP, en fait, on à ce niveau-là, il est au-dessus de zéro. C'est l'application. C'est quoi? C'est quoi la philosophie? C'est d'appliquer une pression positive tout au long du cycle respiratoire. Une PEP intrinsèque. Et donc, il va rapidement le niveau qui lui permet de remplir confortablement son thorax et de se vider. Je diminue l'effort inspiratoire et donc je réduis le travail respiratoire et je diminue le top-up. J'ai pour habitude de parler de ce schéma-là. La pomme, c'est comme si il termine son cycle respiratoire en pression positive. Un enfant qui est en exacerbation sévère. هو هنا 10 درجات عنده مثلا بيت انترانسيك داكور j'ai perdu ma flèche voilà elle est là alors باش ينجم ياخذ son débit inspiratoire يلزم يهبط ل 10 درجات هذوما تك 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 il fait tout cet effort يهز التفاحه نتاعو ويطلع expiration inspiration expiration شي تعرف الاخر ماشي جاي quand on met une PEP si je veux l'aider qu'est-ce que je fais je mets une PEP extrinsèque نقرب له التفاحه لو ديبي هذيك يولي ياخذ beaucoup plus confortablement يولي يهبط اقل درجات ويطلع rapidement et ça lui permet de combattre cette autopep et de réduire son travail respiratoire. اذا كان باقي بالفي اس بي الامور ما تحسنتش نتعداو للبيباب. البيباب معناتها عندي ثم plusieurs types de machines. يا اما tu règles deux niveaux de pression, une pression inspiratoire, une pression expiratoire, ou là, je règle un niveau d'aide. D'où il commence son inspiration, il dit une aide inspiratoire pour augmenter, pour diminuer son travail respiratoire. Alors, concernant la ventilation mécanique, c'est le dernier ressort. Normalement, ما وصلتوش الحل ça veut dire que j'ai échoué أنا في البريزنتاسيون تاعي خاطر c'est le dernier ressort. Je vous dis clairement que maintenant on intube أنا السنة شفت واحد برك 2020 واحد je crois maximum 2 intubés pour exacerbation sévère d'asthme. كلهم on a réussi à les sauver باللي techniques الكل الآخرين. Alors les indications formelles اللي ما فيهمش معناتها كلام c'est l'arrêt cardiaque, c'est l'épuisement, les troubles de la conscience, il faut y penser aussi. Par contre, il faut savoir que là, il faut en expérimenter. Hein. Déjà pour l'intubation, c'est le réanimateur, le senior, le plus, s'il y a un résident, un senior, c'est toujours le cas dans notre service. Honnêtement, généralement, ce sont les seniors qui intubent ces malades-là. Il ne faut pas rater le coup.
faut que ça soit un réanimateur entraîné. Tu auras beaucoup de mal à le ventiler et à le faire remonter. Donc, on le scope, on fait une sédation, une bonne sédation, la kétamine obligatoirement, avec un antalgique ou bien kétamine, midazolam, l'atropine, les malades graves, l'atropine, un cardiaque en état de choc, un enfant comme ça qui est grave. Une tablette belgdel hémodynamique, et ce n'est pas de trop de donner un remplissage de sérum physiologique avant d'induire le malade, de faire l'induction et d'intuber. Et après, il faut bien sûr bien choisir la sonde d'intubation. L'ISMA que tu choisis, le bon calibre. L'idéal, c'est de mettre une sonde avec ballonnet. Mais on évite les fuites parce que dès que tu intubes un malade grave qui est obstructif avec des fuites, tu ne vas pas pouvoir le ventiler. Donc, bien choisir la sonde d'intubation. C'est des malades, généralement, qui ont besoin d'une curarisation pendant la phase aiguë qui dure de 24 à 48 heures. Il faut contrôler entièrement leur respiration. Contrôler entièrement la respiration pour qu'il vide correctement son thorax. Donc, monitorage, préoxygénation, vidange gastrique, remplissage, atropine, induction séquence rapide, parfois plus rare, et puis sonde d'intubation optimale pour l'âge. Les constantes ventilatoires sont fixées en fonction de l'état de l'enfant. Il faut bien sûr tenir compte des courbes de débit. Donc, c'est des ventilateurs très perfectionnés qu'on utilise pour ventiler ce genre de malade. مش أي ventilateur ما في حتى paramètre يصلح. لازم يكون عنده ماكينة باهية, un bon respirateur qui affiche les courbes de débit au moins pour voir ce qui se passe au niveau ventilatoire de l'enfant. Je vais vous montrer quelques courbes. Alors, on les ventile avec une fréquence lente, un volume courant de 6 ml/kg. Et bien sûr, on va poursuivre l'administration des bêta-2 sur le circuit de ventilation. Moi, je l'ai intubé, je vais arrêter le traitement. Hein. Il faut continuer le traitement médical, c'est-à-dire les nébulisations de bêta-2. J'arrive par la suite à arrêter la sédation, à diminuer les constantes ventilatoires et à extuber mon patient. Mais est ventilé le moins possible. Mais une fois intubé, c'est au moins 3-4 jours, hein, c'est un minimum. Il faut au moins 24 heures de curarisation. Alors, en conclusion, ne pas sous-évaluer la sévérité de l'exacerbation de l'asthme. Plutôt grave, bêta-2, corticoïdes, sulfate de magnésium. وما تقعدش تبيع وتشري ما تحسنش دونك تو نحطوا الجمعه الجايه sulfate de magnésium. Non, prescrit ولات في les recommandations هذه راهي. Sulfate de magnésium, la première heure. Optez pour l'oxygénothérapie à haut débit, c'est tout un cours, hein, c'est 2 litres par kilo et par minute, etc. Et réévaluer le patient de façon rapprochée. Je ne sais pas si on a le temps. On a le temps, 4 minutes pour un petit cas clinique. Alors, Yaqin, 1 an, 5 mois, hospitalisé en réanimation pour insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante. Et là, des signes d'imprégnation virale le 7 octobre. Dyspnée d'installation progressive avec wheezing ne répondant pas au traitement standard. À l'examen, 65, donc, 1 an, 5 mois, polypnée à 65 cycles par minute, un tirage modéré, des râles sibilants, une diminution des murmures vésiculaires aux 2 champs pulmonaires, de l'emphysème sous-cutané et SPO2 88%. Quels sont les signes de gravité que vous relevez? واحد منكم يتشجع باش نكملوهم les 4 minutes. La polypnée, déjà. La polypnée. La polypnée, oui. La diminution des murmures vésiculaires. L'hypoxie, c'est un facteur prédictif de mortalité à Aslan. Et l'emphysème sous-cutané. Donc, l'emphysème sous-cutané,
sa présence signe un syndrome obstructif sévère. Quelle est votre conduite à tenir? Nébulisation de bêta-2 mimétique. Alors, قبل ما ندخل l'hospitalisation, مازال بحثك المريض معناتها كلهم باش يقيدوا. Oxygénothérapie. Voilà, oxygénothérapie, oui. Et tu commences immédiatement ton traitement, hein, Kawalé. Oui. Ne perds pas de temps, معناتها. عندك insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante, عندك un syndrome obstructif sévère. Tu as mis 36 000 diagnostics. Il y a un accord étranger, donc là tu as l'interrogatoire qui va t'aider aussi. Ou elle a une exacerbation sévère d'asthme. Donc il faut éliminer toujours un syndrome de pénétration par l'interrogatoire. Mais même si l'enfant tu n'as pas 36 000 diagnostics. Il le traitement. Donc Yaqin a été intubé, ventilé, on a fait les traitements les étapes de col et ça n'a pas marché. Donc finalement, il a été intubé, ventilé, sédaté par Sufenta, midazolam. Rappelez les précautions à prendre pour l'intubation. Je pense que c'est pratiquement répété ce qu'on a dit. Comment régler les constantes ventilatoires? On les a réglées et voici les courbes. On y a la courbe pression-temps. Elle est en mode pression, ventilée en mode pression. Il dit en mode volumétrique. Vous avez ici la courbe de débit-temps. Et là, c'est volume-temps. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette courbe? Non, pas trapping. حالة كارثة هذا كارثة كبيرة. يقعد هكا باش يترشح ويعمل des pneumothorax bilatéral. Donc, il faut sauver la situation. Ça veut dire qu'il est trop polypnéique. Il déclenche trop de cycles, l'enfant. Il est mal sédaté. D'accord? Et en plus de ça, comme vous le voyez très bien, vous faites l'expiration, le débit expiratoire. Il ne termine pas, mais donc il ne vide pas ses poumons. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a mis une fréquence rapide, il faudra diminuer notre fréquence. Et par erreur, voilà, méconnaissance, هو عمره ما نعرفش انا هنا عمره عام ونص قلنا حطيت له 25 de fréquence ou il déclenche déjà وحده, tu dois rapidement baisser ta fréquence à 16 s'il le faut. Et s'il est mal sédaté, parfois il n'est pas bien sédaté, et je pense que comme ces enfants souvent nécessitent une curarisation. Il faut qu'il soit correctement sédaté. باش انت تتحكم entièrement في الvidange pulmonaire نتاعو. Donc là, inspiration, expiration, il calme يجي à notre cycle, il calme et là c'est bien. Au fait, il y a un son de capnie, quand tu as le gazométrie, tu as la capnie une heure plus tard, tu vas trouver l'IATAC à 80, à 70. On a vu des capnies et il faut du temps. Et il faut être tolérant. On accepte des chiffres d'hypercapnie à 60. Ce n'est pas dramatique. L'objectif n'est pas de les mettre en hypocapnie ou en normocapnie. D'accord? On accepte une certaine hypercapnie chez les malades très graves. Mais il faut qu'on s'assure qu'il y a une bonne vidange pulmonaire et qu'ils annulent leur débit expiratoire. Donc, la biologie, le pH à 7,37, PCO2 à 37, lactate à 2,6, natrémie 137, kaliémie 5,2, glycémie à 25 millimoles et CRP à 42. Sinon, elle mange quoi? L'hyperglycémie. L'hyperglycémie, oui. Donc, l'hyperglycémie. Comment administrer? Donc, tu vas mettre comme solution de maintenance, sinon, il est Potassium. Deux ampoules de potassium. N'oubliez pas. Donc, au lieu de mettre une ampoule, on mettra 2 par 5. On va administrer, bien sûr, les bêta-2 par voie inhalée sur le circuit. Il a besoin des deux, bêta-2 IV et inhalé. D'ailleurs, nous, dans le service, dans notre protocole, on ne diminue pas le salbu IV qui il a été indiqué et mis. L'enfant est extubé. On a obtenu
l'effet espéré des bêta 2. Waqtaki, l'enfant est extubé, c'est vrai de la ventilation mécanique, parce que c'est ça le plus urgent, en fait. Les bêta 2 IV et on continue, bien sûr, toujours par les bêta 2 inhalés. Solution de maintenance Kinali, les autres traitements, et on a fini le cours à temps. Je vous remercie pour votre